cette période géniale où beaucoup de choses sont nées, l'Antiquité. Aujourd'hui, les JO, c'est l'événement sportif le plus suivi au monde. Elle a été inventée où et quand, cette compétition? Alors, elle est très ancienne, parce qu'on en trouve des traces chez les Égyptiens et les Chinois, les premières dynasties chinoises. Mais on va dire qu'officiellement, les JO ont débuté au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je dis bien officiellement. Hein. Alors, les origines sont difficiles à trouver. Je pense que ça vient des jeux funéraires. Vous savez que quand quelqu'un mourait dans l'Antiquité, je pense notamment à Achille qui a honoré son ami Patrocle, eh bien, on organisait des jeux. Et toutes les épreuves que l'on faisait à l'époque dans ces jeux funéraires ont été reproduites dans les Jeux Olympiques, en fait. Nos JO actuels réunissent, il y a 41 sports, oui. 59 disciplines, près de 400 épreuves. À l'époque, il y en avait autant? Non, mais il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Par exemple, il y avait des courses d'ânes montés. D'ânes chevauchés, oui, d'ânes chevauchés. Ouais. Et alors, les meilleures, c'était les femmes dans le domaine. Attendez, bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y avait des femmes aux JO déjà à l'époque? Exactement, exactement. On a pensé pendant très longtemps qu'elles avaient simplement leur jeu à elles, au mois de septembre. Alors, je vais vous expliquer. En fait, on avait fait les Jeux féminins en septembre parce qu'on se disait que ces pauvres femmes ne pourraient jamais supporter le soleil du mois de juillet. Et en plus, soi-disant, elles ne couraient que sur la course du stade, donc la course de la longueur du stade. Ouais. C'était presque 200 mètres. Mais on avait réduit la longueur parce qu'on s'imaginait que ces pauvres femmes ne pouvaient pas courir plus longtemps. Alors, tous ces témoignages nous viennent des philosophes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, époque extrêmement machiste, puisque le cerveau d'une femme n'avait aucun intérêt pour les philosophes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et heureusement, grâce à l'iconographie, quelquefois retrouvée assez récemment. Donc ça peut être des vases, par exemple, des pièces... Ça peut être des vases, ça peut être des bas-reliefs, beaucoup de bas-reliefs, ça peut être des petites statuettes. Eh bien, on a retrouvé des femmes athlétiques. Alors, c'est absolument incroyable, parce que tout est chamboulé sur le sport féminin dans l'Antiquité. C'est-à-dire que là, on se rend compte que non seulement on avait des sportifs hyper musclés, oui. Qui faisaient leur entraînement tous les jours, voire leur jogging, alors qu'on les pensait relégués, vous savez, dans leurs appartements. Et puis, on trouve sur les listes olympiques des championnes qui l'ont emporté. Bon, je vais vous donner juste un exemple, parce que je ne peux pas vous parler de tout. Mais la compagne favorite d'un pharaon, Ptolémée Philadelphe, était une grande championne olympique qu'on retrouve sur les listes donc des vainqueurs olympiques. Donc elle concourait dans des courses de chars, elle était capable de tirer de l'arc, elle était capable de lancer le javelot, de lancer le disque. Elle est vraiment très musclée. On voit bien qu'elle s'entraîne tous les jours. Violaine Vanoyek, pourquoi est-ce qu'on participait à ces Jeux Olympiques dans la Grèce antique? C'était pour le plaisir du sport, l'important c'est de participer? Écoutez, vous l'avez dit vous-même en début d'émission, les JO c'est magique. Eh bien, les JO c'était magique à l'époque aussi. Alors, on concourait au départ dans un but sacré, on rendait toujours, attention, on rendait hommage donc à un dieu. À Olympie, c'était Zeus. Il y avait des jeux, des concours très importants chaque année. On a gardé de ces concours uniquement les Jeux Olympiques, mais il y avait d'autres concours en Grèce. Et on courait, on va dire... quand les jeux étaient bien installés, pour la gloire personnelle. Il faut savoir qu'on était exempté d'impôts, qu'on avait un tas de privilèges, qu'on avait des statuts partout. On était presque considérés comme des demi-dieux. Et les hommes politiques trouvaient très important d'avoir le maximum de couronnes pour montrer la puissance de leur État, et certains ont même concouru aux Jeux Olympiques des hommes politiques. Par exemple, l'empereur Néron. Violaine Vanoyek, c'est passionnant de visiter, de voyager comme ça dans le temps avec vous et de découvrir l'histoire de ces JO que vous racontez d'ailleurs dans ce très beau livre, Les premiers Jeux Olympiques, c'est aux éditions Sutton. Dans un instant, je vous inscris, vous qui nous écoutez aux JO. Mais là, en écoutant l'extrait, j'avais l'impression de voir les 100 000 spectateurs qui étaient debout à Olympie autrefois. C'était en public, donc les JO, il y avait des commentateurs aussi ou pas d'ailleurs? Oui, c'était exactement comme je dis. Il y avait des sponsors, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui venaient du monde entier à la grande époque et qui se déplaçaient par voie de terre, par voie de mer, malgré les pirates, parce qu'à l'époque il y avait des pirates, au risque
de leur vie pour venir assister aux Jeux. Et toute la plaine d'Olympie était remplie de spectateurs. Et ce qu'on entend là, il faut imaginer la même chose à l'époque. D'ailleurs, on le revoit dans Astérix et les Jeux Olympiques, on en a parlé également. Alors la nudité, on s'est demandé d'où ça venait. Oui, ils couraient nus, bien sûr, ils couraient nus. Je vais même vous raconter une anecdote à ce sujet. Et donc, alors d'où venait, pourquoi ils couraient nus? Alors, il y a une légende qui raconte que le premier vainqueur olympique à la course, la course était l'épreuve reine, hein, un peu comme aujourd'hui, était Orsippos, et qu'en courant, eh bien, il aurait perdu son pagne. Bon, bah donc, évidemment, comme il l'a emporté, mais comme il l'a emporté, on a vu là ça comme un signe des dieux. Et donc, après, c'est devenu une règle pour tous les athlètes. Et même pour les femmes. Et même pour les femmes. Il y a une autre, surtout pour les hommes, mais même pour les femmes. Alors, il y avait une autre légende, je ne vais pas toutes vous les raconter, qui disait, je garde les deux plus intéressantes, que les Spartiates, qui étaient vraiment des grands vainqueurs au JO sous le 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, avaient l'habitude de s'entraîner nus. Et donc, à partir de là, on avait repris leur coutume, si vous voulez. Mais, je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est vraie, et en même temps, elle va vous répondre à plusieurs questions. Et c'est l'histoire de Calipatera. Calipatera était une femme, évidemment, qui entraînait, qui était fille de vainqueurs olympiques, femme de vainqueurs olympiques, et qui avait décidé d'entraîner son fils elle-même et pour qu'il soit champion. Et le solde olympique pendant les Jeux masculins était interdit aux femmes sous peine de mort. Si une femme se trouvait pendant les Jeux olympiques masculins au mois de juillet à Olympie, elle était précipitée du haut d'une montagne. Donc Calipatera voulait absolument assister à la course de son fils. Elle s'est déguisée en homme et elle était dans le stade, enfin elle était sur les gradins en terre. Hein. Et son fils l'a emportée, là elle s'est précipitée pour l'embrasser, elle a perdu ses vêtements et on a découvert que c'était une femme. Et c'était d'ailleurs à partir de là justement qu'on a imposé également aux spectateurs d'être nus. C'est fort possible, comme les athlètes. Toujours est-il que cette femme est passée devant les juges olympiques et elle a été épargnée parce que c'est une exception. Ces histoires, vous les racontez, Violaine Vanoyek, dans les premiers Jeux Olympiques. C'est un livre passionnant avec de très belles photos, un vrai voyage dans le temps. C'est aux éditions Sutton. Et il y avait évidemment forcément des scandales déjà à l'époque, les premières tricheries. Minute Papillon. C'est une compétition sportive mythique. Peut-être que vous avez déjà eu la chance d'y assister en vrai, ou en tout cas vous la regardez sans doute à la télé, vous l'écoutez sur France Bleu. Ce sont les JO qui nous manquent. Alors je vous les fais vivre un peu avant cet été, les JO de Tokyo, avec ma formidable invitée historienne Violaine Vanoyek. On raconte ces Jeux qui sont nés au 8e avant notre ère à Olympie en Grèce, qui se sont vraiment installés au 5e siècle avant notre ère, avec des épreuves, vous disiez la course, un peu l'épreuve reine déjà à l'époque. On courait nu d'ailleurs, hommes comme femmes, et il y avait aussi l'épreuve de l'âne monté. Ça on l'a pas gardé, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres épreuves comme ça incroyables qui ont marqué l'histoire de ces JO C'est-à-dire que les premières épreuves les plus attendues, c'était le javelot et le disque qu'on a gardé, bien évidemment. Le tir à l'arc, bon, on l'a pas gardé, ou on le garde dans des compétitions composées, ce qu'on appelle des compétitions composées. Et surtout, il y a quelque chose qu'on a perdu, qui était assez curieux, mais qui a duré longtemps, mais je vous en parle parce que c'est important, c'est symbolique. C'est la course d'hoplite. Alors, un hoplite, c'est un soldat. Donc, vous imaginez l'athlète qui était nu, mais qui avait des jambières, qui avait un casque et qui était avec un bouclier. Voilà. Mais c'était très protégé sur le reste du corps. Voilà, très protégé par le soleil. Pour le soleil, pour le reste du corps. Par contre, cette course était très symbolique parce qu'elle avait lieu à la fin des JO. Pourquoi ? Pendant les JO, il y a ce qu'on appelle la trêve sacrée, c'est-à-dire que les guerres, normalement, doivent s'arrêter. En fait, c'est très symbolique parce que ça n'est quasiment jamais arrivé. Mais enfin, bon. Et donc, l'hoplite, justement, la course d'hoplite, signale le fait que les guerres ou les conflits vont pouvoir reprendre. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a perdu, évidemment. Ce qu'on n'a pas perdu, c'est la tricherie, le dopage, c'est des scandales. Est-ce qu'il y en avait déjà à l'époque de ces premiers JO dans l'Antiquité ? Alors, je vais tout vous dire. En fait, depuis que le sage Solon, donc 7e siècle avant Jésus-Christ, a décidé de rétribuer les athlètes et de leur donner un tas d'avantages à eux et à leur famille, il est évident que les scandales ont commencé. C'est-à-dire que l'argent pervertit l'humain. Eh bien oui, bien sûr, il y a l'argent, il y a les honneurs. Alors donc dopage. Alors
été pris, on était évidemment exclus. La cité pour laquelle on concourait était également exclue. Est-ce qu'on concourait du monde entier? Les athlètes venaient du monde entier comme au aujourd'hui? départ, c'était uniquement les cités grecques qui concouraient entre elles, et après, au 5e siècle, on venait du monde entier, effectivement. Donc il y avait des ambassadeurs qui passaient quelque temps avant dans les différentes cités, demandaient s'il y avait des champions qui étaient inscrits, et les champions, les futurs champions, les petits champions repartaient donc avec ces ambassadeurs jusqu'à Olympie. Je parlais d'entraînement tout à l'heure, je disais que si les auditrices auditeurs voulaient participer, il fallait manger un taureau par jour. Mais je rigole à peine parce qu'à l'époque, il y avait des nutritionnistes qui étaient quand même un peu dangereux. Quels conseils recevaient les athlètes des JO? C'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y avait des bons et des pseudo-nutritionnistes. Et quand vous parlez d'un taureau, je pense à Milon de Crotone, qui à l'époque mesurait 2 mètres. C'est gigantesque pour l'époque, alors que la taille moyenne était d'1,50 m. Et lui, on lui donnait un régime carné. Donc il bouffait de la viande, et il l'a emporté au JO dans maintes épreuves. Mais il y avait aussi des régimes de légumes et de fruits pour les coureurs. Et ces pauvres qui devenaient anorexiques, puisqu'il y a eu des cas d'anorexie déjà à l'époque, eh bien mouraient quelquefois sur le stade en pleine chaleur, et il y a eu des procès bien sûr qui ont été faits par les familles pour porter plainte contre les nutritionnistes. Je rigole un petit peu parce que il faut savoir qu'à l'époque, il était interdit évidemment de tuer les athlètes. Donc certains athlètes qui mouraient en pleine compétition pouvaient être déclarés vainqueurs du coup. Quelle histoire incroyable, c'est passionnant Violaine Vanoyac. Merci beaucoup, et pour prolonger ce plaisir en mots, en histoire et en images, je vous conseille de lire les premiers Jeux Olympiques, c'est aux éditions Sutton. À très bientôt Violaine. À bientôt.